Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des condensateurs. Je vais essayer de présenter le condensateur d'une façon simple et vous apporter les éléments essentiels qu'il vous faut connaître lorsque l'on restaure, répare, construit, ampli ou radio. Le condensateur est un composant qui vieillit mal et peut engendrer divers problèmes qui peut aller jusqu'à la destruction d'un transformateur ou d'une lampe. Alors qu'une vieille résistance qui voit en général sa valeur augmenter ne posera pas vraiment de problème de fonctionnement. Le symbole d'un condensateur sur un schéma peut être comme ceci. Condensateur non polarisé, condensateur polarisé, condensateur ajustable, condensateur variable. Un condensateur est composé de deux armatures conductrices séparées d'un isolant. Sa propriété est de pouvoir stocker de l'énergie et de la restituer comme une sorte de réservoir. Plus la capacité du réservoir est forte, plus la charge stockée est importante. Les unités pour spécifier sa capacité est le microfarad, nanofarad et le picofarad. Par exemple, 1 nanofarad égale 1000 picofarad. 10 000 nanofarad égale 10 microfarad. 220 picofarad égale 0,22 nanofarad. Un condensateur peut avoir différentes fonctions. La première, de stabiliser. Un des rôles du condensateur est de stabiliser une tension continue pour qu'il y ait moins d'ondulations résiduelles. Par exemple, sur ce schéma du 5F2, on retrouve ce genre de condensateur ici sur la haute tension pour que la tension soit bien continue et en même temps avoir le moins de ronfle dans le haut-parleur. C'est une panne classique dans les vieilles radios ou aux vieilles amplis. Avec l'âge, les condensateurs perdent en capacité, donc ils filtrent plus assez efficacement et on se retrouve avec une ronfle dans le haut-parleur plus ou moins forte. Autre problème plus grave, c'est que ces vieux condensateurs présentent souvent des fuites. Ils font davantage d'éviter le transfo d'Alim et la redresseuse. Et il ne faut pas oublier que ces condensateurs avec cette même fonction va nous servir à stabiliser la tension cathode. Par exemple, sur ce schéma, on en retrouve sur la cathode du premier préampli et sur la cathode de la lampe de puissance. Pour ces condensateurs, on utilise des condensateurs de forte capacité, de quelques dizaines de microfarads, 10, 22, 47, 100 et même 220 microfarads dans certains amplis guitares. Pour stabiliser, on utilise principalement des condensateurs électrolytiques. Ils sont polarisés, c'est-à-dire que sur le condensateur, le plus ou le moins ou les deux sont indiqués. Aussi, il est toujours indiqué la tension de claquage du condensateur. C'est la tension qu'il peut supporter. Sur la haute tension, il faut des condensateurs capables de tenir la tension de l'ampli en question. Il faudra veiller à ce que sa tension de claquage soit plus élevée pour avoir de la marge. On retrouve généralement des tensions de 350, 450 ou 500 volts. Et si c'est pas assez, on peut mettre les condensateurs en série, à condition de mettre des résistances en parallèle de chaque condensateur pour répartir la tension. Sur les cathodes, nous avons de la basse tension. Donc par exemple, sur la cathode de notre préampli, nous pouvons mettre des condensateurs de 35 volts. Et sur la cathode de nos lampes d'empuissance, la tension de cathode est un petit peu plus forte, donc on peut mettre des 63 volts par exemple. Deuxième fonction du condensateur, séparer. Dans ce cas, le condensateur va nous permettre de séparer une tension continue d'une tension alternative. Ici, on retrouve ce genre de condensateur entre les différents étages de l'ampli. C'est pour cela que nous les appelons les condensateurs de liaison. Si nous reprenons notre schéma, on trouve ces condensateurs ici. En rouge, j'ai tracé la haute tension. En bleu, le chemin du signal. Nous pouvons constater que du côté anode des condensateurs en question, nous avons de la haute tension. Par contre, du côté G1, nous ne voulons surtout pas de tension. Les G1 étant référencés à la masse, soit par un potentiomètre, soit par une résistance à la masse. Donc sur les grilles, il y a 0 volt. Ces condensateurs coupent la haute tension, mais il faut, en bleu, que le condensateur laisse passer le signal. La capacité de ce genre de condensateur est de l'ordre de quelques nanofarads à quelques dizaines de nanofarads. Dans les vieux amplis ou radios, ces condensateurs posent souvent problème
car ils présentent très souvent des fuites et viennent perturber la polarisation de l'étage suivant, et notamment des lampes de puissance qui débiteront plus que prévu. Une fuite du condensateur est similaire à ajouter une résistance en parallèle du condensateur. Et là, c'est le drame. Un courant va alors circuler dans cette résistance parallèle, mais ce courant va continuer de circuler à travers la résistance de G1 pour revenir à la masse, ce qui va induire une tension positive sur la G1. Même si le courant est minime, on peut vite se retrouver avec 2 ou 3 volts sur la G1, ce qui implique que la polarisation de la lampe va diminuer de 2 ou 3 volts. Par exemple, si on regarde les courbes d'une L84, les polarisations sont écrites au bout des courbes. Un écart de 1 volt représente un saut de 10 mA de consommation anodique en plus. Alors si on se retrouve avec plusieurs volts en plus sur la grille 1, la consommation va être excessive. On risque de griller transfo d'alim, transfo de sortie, redresseuse, lampe de puissance et peut-être même des résistances aussi. La troisième fonction du condensateur, c'est de traiter. Le rôle de ce condensateur est de traiter le signal grâce à des filtres. Nous en retrouvons pour les réglages de tonalité et d'égalisation. Par exemple ici, la position milieu du potentiomètre est une position neutre. Aucun des deux condensateurs n'agit. Plus on va descendre le curseur du potentiomètre, plus les aigus vont passer grâce à un condensateur de 500 microfarad et plus le son aura d'aigus. C'est un premier filtre. Le deuxième filtre, il se trouve entre la position neutre et le haut. Plus on va monter le curseur, plus il y aura d'aigus dirigés vers la masse et donc un son plus grave grâce au condensateur de 500 nanofarad. Au fil des années, de nombreux types de matériaux aux propriétés diverses ont été développés, rendant les différentes technologies de condensateurs adaptées à de nombreuses applications possibles. Vous avez sûrement déjà entendu parler de condensateurs au polypropylène ou polyester ou autres, car il existe une multitude de matériaux utilisés pour la fabrication des condensateurs. Le matériau spécifié, c'est l'isolant du condensateur, que l'on appelle aussi diélectrique. Cet isolant est intercalé entre les différentes armatures métalliques. Donc, sur ce schéma, en haut, nous avons le dessin d'un condensateur radial. On peut voir les deux électrodes métalliques. Et pour empêcher un court-circuit entre les électrodes, il n'y a pas le choix, il faut mettre un isolant, ici en bleu. Le condensateur radial consiste en une alternance de couches métalliques et d'isolants. C'est une sorte de millefeuille. Les couches métalliques sont pontées aux extrémités. En dessous, le dessin d'un condensateur axial. En bleu, les deux feuilles métalliques et l'isolant en rose. Tout ça est enroulé. Chaque patte du condensateur est soudée à une feuille métallique. À noter que ce n'est pas forcément une feuille conductrice, mais ça peut être un dépôt d'aluminium sur l'isolant. On appelle cela un condensateur film métallisé. Cette méthode permet de diminuer le coût, le volume, le poids des condensateurs, mais diminue également le courant admissible. Les condensateurs céramiques, donc on en trouve bien sûr en radio sur les circuits d'accord HF. À l'époque, ils se présentaient comme ceci, sous forme tubulaire. Sur les amplis guitares, on en trouve sur l'égalisation d'aigus et sur les trémolos. Par exemple ici sur un vieux Fender Vibrochamp. De nos jours, en neuf, il ressemble à ceci. Dans la famille des films plastiques, il en existe pas mal de différents matériaux. Dans les radios, on retrouve par exemple des styroflex. Excellent pour application audio, tout usage, circuit oscillant HF et MF. Aussi, nous retrouvons des condensateurs au polyester excellentes pour les applications audio. Ils sont appelés moutarde pour leur couleur, mais on en retrouve de toutes les couleurs, notamment vert et rouge. Ils sont souvent associés à Vox et à Marshall, plus généralement aux amplis anglais. Pourtant, bon nombre d'amplis Fender Tweed du milieu des années 50 utilisent aussi des condensateurs polyester. Fender est davantage associé au condensateur polypropylène pour son côté claquant. Le polypropylène fait aussi partie de ces nombreux condensateurs film plastique. En neuf, on peut retrouver des condensateurs film plastique comme ceci. Le condensateur papier. Dans nos TSF, on retrouve énormément ce type de condensateur au papier. Ce n'est pas ce que l'industrie électronique a produit de mieux. Aujourd'hui, plus aucun fabricant n'en fabrique. En gros,
L'isolant de ces condensateurs est composé d'un papier enduit d'un corps gras. Ils sont ensuite confinés dans un cylindre en verre avec du goudron. Quasiment tous ces condensateurs présentent des fuites, donc ils sont à remplacer. Même à l'époque, neufs, ils n'étaient pas fiables. Alors, les constructeurs radio prenaient des condensateurs de 1500 volts pour avoir une meilleure fiabilité. Les condensateurs électrolytiques. Il était très fréquent de trouver dans les radios des condensateurs électrolytiques conditionnés dans un tube aluminium comme celui-ci. On en trouvait aussi des axiaux. Ce type de condensateur vieillit très mal, ils sont à changer aussi. En voici des neufs. Les principaux avantages des condensateurs électrolytiques, c'est qu'ils ont des valeurs de capacité élevées, un format compact et un coût relativement faible. Les applications les plus courantes sont les condensateurs de filtrage dans les alimentations. Ces condensateurs sont polarisés, donc ils ont un sens de montage. Les condensateurs au mica argenté, très utilisés en radio sur la haute fréquence et la moyenne fréquence. Ils sont généralement de faible valeur, de quelques picofarades à quelques centaines de picofarades. Les condensateurs au mica sont robustes et fiables. La panne typique est le fond contact au niveau des œillets. Aujourd'hui en neuf, on en trouve sous cette forme. On pourra en mettre dans nos amplis au niveau du condensateur d'aigu pour l'égalisation ou la tonalité. Et aussi comme condensateur de bright sur un potentiomètre de volume par exemple. Si vous souhaitez en savoir davantage sur les différents matériaux et leurs applications, je vous conseille cette page sur l'excellent site Sonelec. Donc on va directement aller voir, il y a un tableau qui est très intéressant. Voilà ce tableau avec le type de condensateur, donc le matériau utilisé, la fréquence mini, la fréquence max. Et ce qui va nous intéresser, c'est l'utilisation. Par exemple, si on veut trouver un remplaçant au condensateur papier tout pourri que l'on a dans nos radios, eh bien, il faut un condensateur capable de faire de la HF, mais aussi être bon en audio. On va prendre un condensateur traditionnel, par exemple un polypropylène. Pour la fréquence, ce condensateur va du continu à 10 GHz, donc là c'est très large. Tout usage, montage HF, excellent pour application audio. Donc par exemple, ce condensateur irait très bien. Et on pourrait prendre aussi le traditionnel polyester, donc le Mylar, c'est pareil. Tout usage, excellent aussi pour l'application audio, courant en continu et jusqu'à 10 GHz. Les condensateurs de ce type conviendraient parfaitement. Alors ces condensateurs, comment savoir s'ils sont bons ou pas bons? D'abord commençons par les condensateurs électrolytiques. Avant de faire quoi que ce soit, assurez-vous que ceux placés sur la haute tension soient déchargés. Pour les décharger, faites-vous un déchargeur de condensateur comme celui-ci. Voilà, avec deux tubes alu et dedans il y a un circuit imprimé. Ce circuit imprimé, vous pouvez le trouver sur eBay. Vous tapez Syrob déchargeur de condensateur et vous trouverez ce circuit imprimé. Voilà, j'ai pris un tube plastique où il y a des petites gélules dedans. Et c'est pile poil la place avec le circuit imprimé, avec la LED derrière. Donc ça, c'est très bien. Donc ce déchargeur vous servira après chaque extinction d'appareil pour pouvoir bricoler en toute sécurité. Comme je l'ai déjà dit, les vieux condensateurs électrolytiques sont la plupart défectueux et sont à remplacer. Certaines personnes les régénèrent, ça fonctionne assez bien. Je faisais ça dans les débuts, mais j'ai eu quelques mauvaises expériences avec des condensateurs régénérés qui ont éclaté au bout de quelques heures de service. Et donc j'ai vite compris que régénérer ne veut pas dire qu'ils sont redevenus comme neufs. Il n'y a pas de miracle. Je pense que c'est une bonne pratique de les remplacer systématiquement par des neufs. La première des choses est de vérifier leur capacité. Certains ont leur capacité qui augmente, sur d'autres elle a baissé. Ni l'un ni l'autre n'est une bonne chose. Grâce aux multitesteurs chinois, on peut vérifier leur ESR. L'ESR, c'est la résistance série équivalente. C'est une sorte de résistance interne. Plus l'ESR est bas, mieux c'est pour le condensateur. Pour savoir si l'ESR trouvé avec le multitesteur est dans les tolérances, on peut trouver sur Internet des tableaux où il y a la capacité du condensateur et la tension maximum. Et à partir de cela, on peut retrouver l'ESR. Alors j'ai 3 vieux condensateurs électrolytiques et un neuf.
Alors d'abord, on va mesurer leur capacité avec un capacimètre. Donc déjà, le petit, donc c'est un 30 volts 100 microfarad. « 136 microfarad. Donc celui-là, il a pas mal augmenté. Là, 16 microfarad, 500 volts. De 16, il est passé donc à 20 microfarad. Celui-là, c'est un 2 x 16, 500 volts. Donc les deux premiers ont augmenté en valeur. Et là, de 16, ceux-là ont diminué. Donc 10 microfarad et 12 microfarad. Et le 9, j'ai pris un 22 microfarad, 450 volts. Donc un 22, mesura un 22. Donc ça c'est bon. Maintenant on va pouvoir mesurer l'ESR. Voilà. Alors, 30 volts, 100 microfarad. Ce tableau il dit 0,3. Alors c'est vrai que c'est pas les mêmes valeurs. Alors, on prend les valeurs des deux tableaux puis on voit ce que ça donne. Et là on est 1,4, 1,1. Ce tableau est plus cool. Voilà, il redit que la capacité a augmenté et 1,1. Donc par rapport à ce tableau, on est dans les clous, quoi. Bon, sur les petites capacités là, sur les cathodes des lampes, bon, à la limite celui-là on pourrait le laisser, c'est pas trop grave. Ce qui est plus gênant, c'est ceux qui sont sur la haute tension. Donc 16 microfarad, 500 volts. 500 volts. Entre ici, là, on est environ entre 6 et 2. Ouais. En fait, l'ESR serait pas mauvais, celui-là. Et par contre, le 16 microfarad, là aussi, il dit 24 microfarad. C'est pas bon, ça. Et celui-là, ouais, 6 à 250 volts, 6,3. Donc le SR est pas mauvais, mais j'ai aucune confiance en ces condensateurs. Et celui-là, voilà, 2 x 16 microfarad, il y en a un là qui est complètement mort, il sait pas ce que c'est, il comprend pas. Pour lui, c'est pas un condensateur, c'est rien du tout. Ça veut dire qu'il est complètement HS. Et le deuxième, et pour le deuxième c'est la même chose, il comprend pas, pour lui c'est pas un condensateur, c'est rien du tout, c'est pas un composant électronique. Donc ça, poubelle. Et le 9, et lui, 22 microfarad, 2,2. Donc lui, tout est bon. Maintenant nous allons vérifier des condensateurs non polarisés. Donc d'abord, je mesure leur capacité. On va commencer par vérifier les condensateurs neufs qui sont ici, les trois. Donc ici, un 47 nano. Donc il est bien à 47. Là, j'ai un 4,7 nano. 4,6, donc ça c'est bon. Et là, j'ai un 47 nano. Mesuré à 45. Donc il est encore dans les tolérances, il est encore bon. Maintenant, je vais mesurer la résistance de fuite grâce à un mégomètre. Alors, sur le mégomètre, on peut voir qu'il y a plusieurs tensions. Il faut régler en dessous de la tension de claquage du condensateur. Moi, ici, c'est un 1500 volts, donc je vais pouvoir me mettre à 1000 volts. Voilà, je me mets à 1000 volts et je lance le test. Donc on peut voir que la LED est rouge, donc le test est lancé. Et donc là, il n'y a aucune fuite, le testeur est sur 1. Donc celui-là, il est bon. On va mesurer, celui-là c'est un 630 volts, 4,7 nanofarad. Là, il faut que je me mette 500 volts pour ne pas dépasser 630 volts. Et je lance le test. Celui aussi, il n'a aucune fuite. Et un 47 nano, 400 volts. Donc là, il faut que je me mette sur 250 volts. Et je lance le test. Donc là, il a tendance à
a oscillé un petit peu, mais c'est pas bien grave. On voit 2000 mégomes, c'est énorme, donc il n'y a pas de fuite. Donc ce condensateur est bon. Maintenant, on va vérifier les condensateurs papier qu'on n'aime pas trop. Donc j'ai des condensateurs de 10 nanofarads. On peut voir qu'ici il y en a un même qui est cassé. Même les deux sont cassés. Celui-là est cassé. Ça veut dire qu'il a certainement une forte résistance de fuite. Donc le condensateur chauffe énormément et donc le verre a cassé. Donc des 100 nanos, j'ai 50 nanos et 20 nanos. Alors, les 100 nanos. Ah oui, là, ça va pas. Il est même au-dessus de 200 celui-là. Donc il a une très forte résistance de fuite. Donc on le mesure à environ 300 nanofarads. Ce n'est certainement pas qu'il fait 300 nanofarads. C'est que le capacimètre a du mal à le recharger à cause de sa résistance de fuite. Donc le capacimètre voit une plus grande capacité. Quand on voit que la capacité est plus forte, c'est sûrement que le condensateur a une fuite. Donc celui-là, c'est le 50 nano, il est 4 fois plus. Donc celui-là, il doit avoir une forte fuite. Et le 20 nano, 3 fois plus. Donc ça paraît pas bon tout ça. On va quand même confirmer le résultat en mesurant leur résistance de fuite, que j'imagine n'est pas bonne du tout. Donc ils sont à 1500 volts en tension de claquage, donc je vais pouvoir les mesurer à 1000 volts. Je lance le test. Voilà, donc 40, 44, 43 kg en résistance de fuite, donc c'est très important. Donc ça ne m'étonne pas qu'il ait chauffé et que le verre est cassé. L'autre 100 nano, lui il a environ 400 kg de résistance de fuite, donc c'est déjà beaucoup trop. Celui-là, c'est le 50 nanofarads. On l'avait mesuré à 200 nanofarads. Donc là, pas étonnant. Grosse résistance de fuite, 30 kΩ, 70 kΩ de résistance de fuite. C'est beaucoup. Maintenant, les deux derniers, on va mesurer pareil leur capacité. Celui-là, c'est un 20 nano. Mesuré à 19 nano, donc ça c'est pas mal. Là, un joli condensateur. C'est Lionel qui m'a envoyé cela dans un colis avec plusieurs composants électroniques. C'est sympa de sa part. Je les trouve très beaux. Donc on va voir s'ils sont bons. Donc c'est des 47 nanos. On va mesurer sa capacité. 64 nanos. Donc ça sent pas bon. Donc on va mesurer leur résistance de fuite. Donc ça c'est un 3000 volts. Bon, celui-là on est tranquille. On va pouvoir le mesurer à 1000 volts. On lance le test. 11 mégomes de résistance de fuite. C'est déjà beaucoup. Ce condensateur a une petite fuite quand même. Ça va pas. Et le dernier condensateur. Lui, la capacité était bonne, mais là on a 60 mégomes. Pareil, c'est beaucoup. Donc celui-là n'est pas bon aussi. Sur l'excellent site Radioman 33, il y a un article très intéressant sur les anciens condensateurs. C'est une traduction d'un forum allemand. Je me réfère régulièrement à cet article lorsque j'ai un condensateur que je ne connais pas. C'est un moyen de savoir si ce condensateur est réputé fiable ou pas. Regardons rapidement cet article. Il est composé en deux parties. La première partie, c'est sur les condensateurs non polarisés, donc les condensateurs polyester, céramique, mica, que l'on peut trouver dans les anciennes radios ou les anciens amplis.
Alors d'abord, ceux à remplacer impérativement. Par exemple, les héros mauvais. Les types goudron dans les radios Saba, mauvais. Les petits Vima, forcément ceux-là sont mauvais. Les papiers sont mauvais. Ça c'est encore du papier, mauvais. Les condensateurs enroulés de goudron là, que l'on peut retrouver dans les radios Philips, mauvais. Toujours fuiteux. Et oui. Ah oui, les vieux condensateurs en boîte, dans les vieux Philips et autres aussi. Voilà, tout ça c'est à remplacer. Les bons condensateurs, si, il y en a. Alors oui, là les moutardes, et ceux-là, très bien. Les céramiques tubulaires, et disques aussi. Ceux-là, ils sont très bien aussi. Les styroflex, voilà, très bien. Les petits Mica. Les Cogeco, ils sont très bons aussi. Des condensateurs que j'ai jamais rencontrés. Et les condensateurs dont il faut se méfier. Les condensateurs héroïdes, il faut les vérifier. Ça, je ne connais pas. Les condensateurs carrés. Il faut les vérifier. Je n'ai jamais croisé comme ça aussi. Et il y a une deuxième partie, cette fois sur les condensateurs polarisés. Condensateur à bain d'huile. Donc ceux-là, il faut tous les remplacer. Là, les condensateurs sur les vieux amplis Philips des années 30. Ils sont tous à remplacer car potentiellement dangereux. Risque d'explosion. Oui. Tout ça, à remplacer. À ceux-là, là, avec un bout vert et rouge, leur capacité est toujours très très basse à remplacer. Voilà pour ce site.